Nous sommes présentement au camp avancé du sommet Lobuche. Cette nuit, à 2 heures du matin, nous lèverons, nous tenterons l'ascension du mont Lobuche à un petit peu plus que 6000 mètres. Le sujet du jour, ou plutôt le sujet de la nuit, sera le sommeil et l'altitude. En une phrase, on peut très bien résumer le sujet en disant que le sommeil en altitude n'est pas de tout repos. Je discuterai de 2 points. Le premier point sera les périodes d'apnée au cours du sommeil et le second point sera la saturation de l'hémoglobine en oxygène qui diminue au cours de la nuit. Donc, en tout premier, le sommeil est perturbé à partir de 2500 à 3000 mètres en altitude. Plus vous montez en altitude, et plus la perturbation du sommeil sera grande. Par exemple, à 8000 mètres d'altitude, par exemple au camp 4 de l'Everest, le dernier camp avant de tenter l'assaut final du mont Everest, il est presque impossible de dormir sans apport d'oxygène. Notre premier point, les périodes d'apnée au cours du sommeil en altitude. Une période d'apnée est un arrêt de la respiration. Donc, en moyenne, en altitude, les périodes d'arrêt de la respiration durent environ 10 à 15 secondes. Après cette période d'apnée, de 10 à 15 secondes sans respiration, évidemment, on s'éveille. Donc, le corps s'éveille et il y a une perturbation du sommeil. Si on compare altitude versus niveau de la mer, à 4300 mètres, le nombre d'éveils est environ de 36, tandis qu'au niveau de la mer, le nombre d'éveils est environ de 20. Donc, ce nombre presque doublé à 4300 mètres fait en sorte que le sommeil est moins récupérateur, car les périodes d'éveil vont limiter la durée totale de la phase de sommeil profond. Maintenant, notre second point, la saturation de l'hémoglobine en oxygène. Lorsque le corps est endormi, lors de la nuit, il est moins sensible à son environnement. Donc, c'est-à-dire qu'il va diminuer un peu, par exemple, sa ventilation, contrairement à l'état d'éveil. Donc, environ, pour un individu moyen, à 3500 mètres, la saturation de l'hémoglobine en oxygène est autour de 90 %. Mais durant la nuit, elle peut baisser de 10 %. Donc, elle pourrait baisser, par exemple, à 80 %, soit l'équivalent d'être à l'état d'éveil à une altitude de 5000 mètres. Donc, on comprend pourquoi le sommeil est perturbé et pourquoi le sommeil est moins récupérateur compte tenu de la saturation de l'hémoglobine en oxygène. Il est très important de ne pas passer trop de nuits au-dessus de 5500 mètres. Donc, une séquence de nuit au-dessus de 5500 mètres présente des risques pour la santé. Si on prend l'exemple du camp de base de l'Everest, du côté népalais, 5300 mètres. Donc, on peut dire qu'il se situe aux limites des risques pour la santé. Surtout que si vous voulez tenter l'ascension de l'Everest, vous devez passer une période d'au moins 1 mois au camp de base de l'Everest où vous ferez votre acclimatation, où vous allez dormir au minimum à 5300 mètres et certaines nuits au-delà de 5300 mètres, par exemple au camp 1 ou au camp 2. Un autre point important, si une personne souffre d'un mal aigu des montagnes sévère, des symptômes sévères, ou d'édème pulmonaire ou d'édème cérébral, évidemment, il est très important de ne pas laisser dormir cette personne, compte tenu de la baisse de saturation de l'hémoglobine en oxygène. Si on ne veut pas aggraver l'état de la personne, donc il est important de la garder en état d'éveil. Donc, en résumé, le sommeil en altitude, principalement en haute altitude, est perturbé principalement à cause des périodes d'apnée durant la nuit et aussi à cause de la baisse de saturation en oxygène. Et je conclus avec ma phrase d'introduction, sommeil en altitude, principalement en haute altitude, n'est vraiment pas de tout repos. Sur ce, bonne nuit.